nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes et détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcières en herbe, le podcast de Conteuse végétale, une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me donner ton avis et laisser une note sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Dans ce podcast et un autre dans 10 jours, je consacre 2 épisodes aux super aliments, des plantes héroïques aux super pouvoirs. Qu'est-ce qu'un super aliment ou un superfood ? C'est un aliment au super pouvoir qui n'est ni un complément alimentaire, ni un aliment enrichi en nutriments. Les super aliments, souvent exotiques et reconnus traditionnellement pour leur richesse et concentration naturelle en nutriments, sont consommés pour la plupart depuis la nuit des temps. Un super aliment est considéré comme étant bénéfique pour la santé. Il est fortement concentré en minéraux, vitamines, oligo-éléments, acides gras essentiels et antioxydants sous un faible volume. Ces aliments peuvent doper l'énergie, réduire la fatigue, booster l'immunité, contribuer au bien-être et apporter naturellement dans l'assiette ce dont le corps a besoin et ainsi éviter les carences. Les super-aliments sont souvent consommés en petite quantité, du petit déjeuner au dîner en passant par les encas. Ils agrémentent une salade, une soupe, un dessert ou des boissons. Il ne s'agit pas de soigner ou de guérir avec les super-aliments ou de tomber dans l'excès en ne mangeant ou en ne consommant que ce type d'aliments, mais bien d'apporter un plus pour prévenir les carences et soutenir l'organisme dans les différentes étapes qu'il traverse. La liste des super-aliments est longue, différente d'une source à l'autre et parfois controversée par les spécialistes de la nutrition dite healthy. On y trouve de tout, épices, fruits, des plantes stimulantes, des plantes adaptogènes, des microalgues, des sources naturelles de vitamine C, des extraits d'herbes en poudre comme le blé ou l'orge ou encore des céréales et des graines germées. L'avantage des super-aliments, c'est qu'ils sont très riches et concentrés en nutriments et se mangent et se boivent en petite quantité. Les inconvénients, c'est qu'ils sont cultivés dans les pays éloignés, comme l'Amérique du Sud, les États-Unis ou l'Asie. Et bonjour, l'empreinte carbone. Ils sont aussi assez chers, mais comme on en mange très peu à la fois, ça peut un peu sauver l'affaire. On leur attribue aussi parfois des pouvoirs miraculeux sur la santé et la maladie, et cela peut être néfaste, voire dangereux. Durant ces 2 épisodes, je vais te parler des vertus de quelques-unes que j'ai tentées, ou cuisinées, ou appréciées, et donner des alternatives plus locales quand cela est possible. Les recettes seront disponibles sur le compte Instagram Magie Verte après la diffusion des épisodes. Dans ce premier épisode consacré au super pouvoir des superfoods, je vais te parler des baies, d'açaï, d'acérola et de goji, et aussi des microalgues comme la chlorelle, le clamate ou la spiruline. Açaï, on l'appelle aussi açaï et se prononce açaï, Euterpe oleracea.
est une baie qui provient d'un palmier qui pousse exclusivement en Amazonie. Il s'agit d'un fruit riche en vitamines C, E et B1, en calcium et fer. La baie d'açaï contient aussi des oméga 6 et oméga 9 qui aident à réguler le taux de cholestérol. L'açaï est également une source intéressante de fibres alimentaires qui facilitent le transit intestinal. Ces vertus en ont fait un fruit de choix auprès des sportifs en recherche d'aliments énergétiques et reconstituants. D'ailleurs, ce sont des surfeurs états-uniens, adeptes des plages brésiliennes, qui l'ont introduite en Californie dans les années 80-90. L'açaï se mange crue. Elle est tellement fragile qu'on la trouve le plus souvent congelée. Elle se prépare en caviar à l'apéro, en sorbet, en entremets ou en bowl, mélangé à d'autres fruits, un yaourt ou des laits végétaux et des graines. L'équivalent d'une cuillère à soupe par jour suffit. Il n'y a aucune contre-indication connue à la consommation d'açaï, sauf en cas d'allergie connue aux plantes de la famille des palmiers. Des études ont montré aussi que l'açaï n'est pas si différente en antioxydants que les cerises noires, les fraises ou le raisin de nos contrées. Ces fruits sont délicieux et plus faciles à trouver, tour à tour d'avril à octobre, et font très bien l'affaire en remplacement de la baie d'açaï. Place à l'acérola, Malpighiaca glabra. Je pense que tout le monde connaît cette baie pour sa teneur exceptionnelle en vitamine C naturelle. L'acérola est un arbuste des régions tropicales d'Amérique du Sud. Ses fleurs rouges s'épanouissent 3 fois par an et donnent des fruits charnus, rouges, comestibles et acidulés, appelés aussi cerise de Barbade ou cerise des Antilles ou cerisier des Indes occidentales. Les fruits, une fois cueillis, doivent être consommés très rapidement car ils ne se conservent pas. Ce fruit renferme entre 400 et 1800 mg de vitamine C pour 100 g. Cette concentration en vitamines lui confère des vertus antioxydantes et antiradicalaires puissantes. La baie d'acérola a aussi des propriétés stimulantes, antibactériennes et réduit le cholestérol dans le sang. Ce fruit, bien que très courant, dispensé en pharmacie et en vente libre, n'a pas d'indication officielle en France et n'est pas inscrit à la pharmacopée européenne. Il est toutefois utilisé dans l'asthénie, les états grippaux et en convalescence. En cas d'anémie et d'asthénie, il est conseillé de consommer 500 mg 2 fois par jour. En boutique bio spécialisée, on peut trouver de la poudre d'acérola crue, dont les vitamines n'ont pas été altérées ou en tout cas dans une moindre mesure. On peut en saupoudrer sur une salade de fruits, une compote dans une banane écrasée ou la mélanger à de l'eau tout simplement, à raison d'1 à 2 cuillères à café par jour, pas plus. Pour finir le chapitre des baies, je vais parler de la baie de goji, Lycium barbarum ou Lycium chinense, appelée aussi lyciette, et wolfberry en anglais. La baie de goji provient d'un arbuste originaire de l'Asie mineure et qui s'est développé par la suite en Europe. Elle pousse en altitude et demande beaucoup de soleil. La baie de goji est traditionnellement utilisée en Chine pour accroître la longévité et renforcer le tonus sexuel. Elle stimule l'énergie vitale, donc favorable aux reins, et améliore la vue, donc favorable au foie, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Les baies de goji sont indiquées pour leur effet antioxydant et stimulant de l'immunité. En cas d'asthénie, en prévention du vieillissement et du déclin cognitif, et protège de l'hypertension oculaire. Le fruit rouge est récolté à maturité de l'été à l'automne, puis séché à l'ombre avant de le déshydrater en plein soleil. La posologie pour un adulte est d'1 cuillère à soupe de baie de goji par jour et pour un enfant, 1 cuillère à café seulement par jour
et maximum 1 mois. Ne pas associer de prise de baie de goji pendant un traitement anticoagulant. La baie de goji est inscrite à la pharmacopée française, européenne et chinoise. Bien que leur composition soit différente de la baie de goji, cette dernière peut être remplacée par des mûres, des myrtilles ou encore le cassis. Pourquoi pas un mélange des trois, sans oublier la famille des agrumes très riches en vitamine C. Et à ce sujet, tu peux réécouter les épisodes 25 et 26 consacrés au citrus. Après les baies, place aux algues d'eau douce, et je cite la chlorelle, la clamate ou la spiruline. Les algues bleues ont plus tendance à être terrestres et de très petite taille. Elles prolifèrent en eau douce. La chlorelle, pour commencer, Chlorella pyrenoidosa, de la famille des chlorellacées. Chlore signifie vert et ella indique la petitesse. Car oui, c'est une algue verte d'eau douce unicellulaire, donc très très petite. Cette algue est datée de 2 milliards d'années et a été découverte au XIXe siècle. Mais elle était déjà utilisée par la médecine traditionnelle mexicaine depuis l'époque précolombienne. La chlorelle est source de chlorophylle, aux propriétés oxygénantes et détoxifiantes. Elle est indiquée à raison de 3 à 4 grammes par jour et jusqu'à 10 grammes dans le cas de fibromyalgie et d'hypertension artérielle. On prend de la chlorelle en cas d'anémie, pour la détoxification intestinale et des xénobiotiques, par exemple chez les fumeurs, avec un effet antioxydant. Elle est prise aussi comme prébiotique et favorise la flore, donc, dans le cas de maladies pulmonaires chroniques et obstructives, et on prend de la chlorelle pour se protéger vis-à-vis du stress oxydatif. Attention donc à la qualité de la chlorelle et la présence de métaux lourds dans certains lots. Bien vérifier le sourçage et n'acheter que des marques éprouvées et reconnues. L'algue clamate, Aphanizonemon floss aquae, est une algue d'eau douce aussi, connue comme étant riche en oligoéléments, en vitamines, excepté la vitamine D. Elle pousse à l'état sauvage dans les eaux vierges du haut lac Klamath, un lac désertique de haute altitude situé au sud de l'Oregon, aux États-Unis. Sa couleur bleue, celle du lac comme celle de l'algue, est due à la présence de phycocyanine. La clamate est composée essentiellement de carotène et de lutéine, de phycocyanine et de chlorophylle, d'acides aminés et de protéines, de vitamine B9 et B12 et de minéraux. Cette algue est immunomodulatrice, elle augmente la réactivité du système immunitaire, elle stimule le cerveau et elle représente une bonne source nutritionnelle en acides gras polyinsaturés qui lui confèrent des propriétés, attention, hypocholestérolémiantes, ou en d'autres termes, plus simples, qui baisse le taux de cholestérol dans le sang. Cette algue est considérée comme un complément alimentaire par la réglementation européenne. Ne pas prendre de manière prolongée car il y aurait un risque de toxicité sur le long terme. Et prendre des précautions chez les enfants. Et pour finir ce deuxième chapitre donc consacré aux microalgues, je vais parler de la spiruline. Spirulina platensis, originaire du Tchad, et la Spirulina maxima, originaire du lac Texcoco au Mexique. La spiruline est la nourriture traditionnelle des peuples Canambous du Tchad, mais aussi des Aztèques, des Incas et des Pré-Incas, selon les témoignages rapportés par les conquistadors. De nos jours, la spiruline est cultivée en bassin. Elle est particulièrement recommandée pour sa richesse exceptionnelle en protéines. Elle contiendrait 60 à 70% de protéines de bonne qualité, plus riches encore que la viande, avec des acides aminés branchés. Ce sont des constituants majeurs des muscles. Elle est très riche en phycocyanine,
c'est une association d'une protéine de la famille des phycobiliprotéines et de pigments hydrosolubles issus de la phytosynthèse. Dans la spiruline, on va aussi trouver du fer, des vitamines A, C, E, du groupe B et groupe K, des caroténoïdes, comme beaucoup de plantes colorées d'ailleurs. La spiruline est riche en manganèse, en chrome, en sodium et en potassium, et elle est une très bonne source de calcium, de magnésium, de zinc, de cuivre, d'acides aminés et d'acides gras essentiels. On prend de la spiruline à raison de 2 à 10 grammes par jour, que ce soit en poudre, en paillettes, en comprimé ou en gélule. À combiner avec de la chlorelle pour sa source fiable de B12, de vitamine B12, particulièrement donc adapté et intéressant pour les régimes végétariens. Et on peut aussi rajouter de l'acérola pour encore mieux fixer le fer. La spiruline est recommandée et très indiquée en cas de dénutrition. C'est sans doute l'alimentation du futur, car complet, très riche en protéines et en nutriments, et se fabrique à faible coût donc de production, autant sur le plan énergétique qu'économique. La spiruline est indiquée en cas d'asthénie, de convalescence, d'anémie, de rhinite allergique en traitement comme en prévention et dans la prévention de l'athérosclérose. C'est une bonne synergie avec l'acérola. La spiruline n'a pas d'effet indésirable, sauf peut-être des troubles gastro-intestinaux souvent liés à des dosages trop élevés. Un conseil, pour commencer la spiruline, on y va progressivement de 1 gramme et progressivement jusqu'à 6 grammes pour les personnes sensibles des intestins. Dans tous les cas, rien ne remplace une alimentation saine et variée. Je te mets au défi de manger 40 aliments différents, frais et de saison par semaine, si tu acceptes le challenge. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante sous toutes ses formes. Il y a encore tellement de choses à dire sur les super-aliments que je leur consacre un 2e épisode. Tu découvriras les particularités et les propriétés de l'urucum, la plante solaire, du guarana, une plante stimulante, de la maca dans la catégorie des plantes adaptogènes possibles et enfin le cacao cru en rappel de l'épisode 23 diffusé en juin dernier. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte, sorcière en herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Mais surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en herbe pour ne manquer aucun épisode. La suite des super aliments sera diffusée le 21 octobre et en attendant, je te donne rendez-vous dès dimanche 16 octobre pour un épisode spécial 1er anniversaire et je n'en dis pas plus. À bientôt!